cette 35e édition de Montpellier Danse qui s'achèvera demain soir avec Anne-Theresa, même si artistiquement la messe est dite, puisque les deux derniers spectacles de cette édition, Maggie Marin et Anne-Theresa, ont eu leur première hier, donc le reste c'est pour revoir encore ces spectacles, pour voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ce soir, Maggie Marin danse par exemple, et ça c'est un petit point de détail qui ne concerne finalement que moi et que les spectateurs qui ont pris déjà un billet. Il y a un des danseurs qui s'est fait mal, donc elle reprend un rôle. Ce qui est, bon, j'ai pas vu danser depuis très longtemps, donc ça me fait plaisir, bien sûr. Vous connaissez tout le monde, notre président adoré, Michel Niaille, Bernard Travier, qui à la métropole est vice-président de la métropole chargé de la culture, Josiane Conneray, qui fait la même chose finalement à la région, vice-présidente chargée de la culture, et mon ineffable numéro 2, Gisèle de Puccio, depuis 1983, comme on dit dans les bonnes boîtes. Vous savez. Ouais. Non, c'est pas ça non. Michel Niaille, à toi l'honneur. Merci, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. J'ouvre le bal de manière un peu particulière, peut-être parce que mon propos ne sera pas essentiellement artistique, puisqu'il y a mieux que moi pour vous en parler, notamment Jean-Paul. Je voudrais, même si j'ai apprécié mes préférences à l'occasion de ces spectacles, notamment le spectacle d'ouverture que j'ai beaucoup aimé, de Mio Greco et de Scholten, évidemment Israël Galvan avec Abraham Kahn, qui était un moment inouï, je trouve, intraduisible, que peut-être on ne reverra plus jamais dans cette forme-là, et puis bien d'autres que j'ai appréciés, mais d'autres en parleront mieux que moi. Je voudrais garder ma place, qui est celle de président du conseil d'administration, et qui est de veiller d'une certaine manière à ce que les choses se passent bien du point de vue pas simplement de l'organisation, mais surtout de l'organisation financière. Et là, je dois vous dire que je suis absolument aux anges par rapport aux résultats que nous allons pouvoir afficher. Et je pense que la trésorière qui est en train d'arriver, Madame de Bernard, confirmerait mon propos. Ce propos, il est lié évidemment à l'excellence du festival, parce que c'est cela qui remplit les caisses, si j'ose dire. Quand le New York Times dit que Jean-Paul Montanari a fait du Festival de Montpellier un des événements annuels internationaux de danse les plus importants, à quoi répond un journal de Pékin, un festival d'une envergure internationale unique, on comprend que le remplissage des salles, toute l'animation qui s'est produite autour de ce festival se traduisent par des chiffres qui évidemment sont tout à fait intéressants et pour moi prodigieux. Sur 38 représentations, 20 chorégraphes venus de 13 pays, 162 chorégraphes et interprètes, 26 lieux dont 17 en plein air, ce qui veut dire des événements gratuits, une trentaine, ce qui veut dire 35 000 spectateurs sur ces quelques jours, donc un taux de fréquentation des salles de 92%, une recette de billetterie de 400 000 euros, qu'on peut comparer aux 900 000 euros des dépenses artistiques, bref, un équilibre financier qui est, je crois, rarement atteint dans des organisations de ce type-là, et il n'y a pas beaucoup en France, et qui en tout cas fait honneur à la perspicacité de Jean-Paul dans le choix, qui draine les spectateurs et qui assure la renommée de ce festival, puisque nous avons vu défiler au cours des spectacles des gens du monde entier et pas simplement des chorégraphes. Et puis il faut le noter pour la première fois, mais ça anticipe sur l'après-décembre 2015, venus très spécialement de Toulouse, depuis le DRAC jusqu'à ceux qui s'occupent de la culture dans cette partie de notre future région, qui montre bien qu'il y a là un intérêt dont il faudra tenir compte pour les temps à venir. Donc je voudrais dire à tout mon plaisir d'avoir encore participé comme spectateur à une édition fantastique, je trouve. On se demande jusqu'où on pourrait aller, et ça pourrait être la devise, mais elle ne lui a pas porté bonheur à Fouquet, la devise du festival « Usque non ascendam », jusqu'où ne monterai-je pas.
Bonjour à tous. Je voudrais d'abord excuser Philippe Soren, qui n'était pas malheureusement disponible ce matin et qui m'a chargé de vous le dire et de dire qu'on est regretté de ne pouvoir être parmi nous. C'est un jour important. Aujourd'hui, Jean-Paul a 35 ans. C'est le bel âge, la maturité, et il s'achemine vers sa 36e année, à mon avis, dans une sérénité totale et rarement atteinte jusqu'à ce jour, dont j'en suis heureux et particulièrement heureux de l'accompagner vers ce prochain anniversaire. Alors, ceci étant, quel est le regard que les politiques portent sur un festival comme celui-là? Parce que, outre l'intérêt artistique qui est évident, il est encore plus évident que ce festival est fait pour nos concitoyens. Et se pose toujours la question de sa configuration, de sa diffusion, de sa réalisation. Dans cette année, je crois qu'on peut être particulièrement heureux dans la mesure où Michel Niaille a rappelé les chiffres de fréquentation qui sont très importants. Nous sommes à une billetterie de 20%, ce qui est parmi les meilleurs chiffres nationaux. On atteint rarement au-delà de 23, je crois, je pense ne pas me tromper, 23, 27, c'est rare ici. Donc nous sommes vraiment dans une situation particulièrement satisfaisante. Les finances de cette maison sont saines, elle est bien gérée et il n'y a pas de difficulté. Donc, compte tenu de cela, je tiens à rappeler que la métropole a quand même investi sur l'année 1 538 000 € dans le fonctionnement de Montpellier-Dans, ce qui représente 48% de son budget global. Donc il y a un véritable effort qui est fait et qui correspond aux engagements qui ont été pris par le président qui, lors de son arrivée, a dit très clairement que la danse serait l'un des principaux piliers de sa politique culturelle. Une volonté de la métropole de vraiment s'investir dans la danse et de l'accompagner. Et puis, je tiens à vous le dire aussi, car je ne suis pas certain que vous le sachiez, nous avons ouvert une réflexion sur la constitution d'un pôle pour la formation de la danse qui associerait le CRR, le CCN Christian Rizzo, l'Université Paul Valéry, Montpellier Danse et des écoles du type de EPS, qui est dirigée brillamment par Anne-Marie Porras depuis de nombreuses années. Donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment une volonté forte et certaine d'aider le développement de la danse. N'oublions pas que nous sommes dans une prison ici, dans ce qui fut une prison. Et le symbole est très fort. Il y a des grilles partout. Or, cette prison est le lieu d'expression le plus affiné qui puisse être de la réalité artistique. C'est-à-dire que la danse, qui est d'une liberté absolue, s'inscrit et se développe dans un lieu par définition fermé, où l'on surveillait et où on punissait, pour reprendre une terminologie bien connue. Donc un festival qui s'est ouvert dans les communes, puisque vous avez organisé des leçons qui ont eu un très gros succès, et les retours que j'ai de la part des maires sont extrêmement positifs, parce qu'il n'y a plus cette distance très grande entre un festival international, ne nous trompons pas. Je suis un peu agacé d'ailleurs par la presse nationale qui ne cite que 2 événements nationaux. Le Festival d'Avignon, je suis d'accord, et les rencontres photographiques d'art. Je pense que la liste devrait être un peu plus longue et qu'on y ajoute Montpellier Danse et quelques autres manifestations. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc je dis ouverture envers les 31 communes de la métropole, et puis ouverture envers les publics qui ne viennent pas souvent. L'Opéra Comédie, pour moi, est un lieu fermé. Je l'ai dit à la directrice. Ici, c'est fermé sur le plan architectural. Je pense qu'on va l'ouvrir entre Jean-Paul Montanari et Christian Rizzo. Les enjeux sont vus, compris, on va évoluer. Mais il y a 2 spectacles qui sont parfaitement significatifs. C'est le spectacle fait par les danseuses marocaines. Il y a eu vraiment quelque chose pour la communauté maghrébine qui est très importante. Et cette année, il y a eu des spectacles, un spectacle important à l'Opéra Comédie, ça a été l'Opéra du Caire. Et on a vu un public différent, un public mêlé, que ce soit au niveau de l'âge et au niveau
de l'appartenance à une communauté ou à une autre. Et ça a fonctionné très bien. J'ai vu aussi dans le cadre d'Arabesque un groupe mythique marocain dont il ne subsiste plus qu'un des membres. Eh bien, la mixité, comment dirais-je, générationnelle était absolue. Et donc ça, je crois, il faut en tenir compte et le poursuivre. Il y a eu aussi le spectacle de Galvan et celui de Farroukito. Les deux, ils sont aussi splendides l'un que l'autre. Le spectacle de Galvan est pour moi un des plus beaux spectacles de ma vie. C'est-à-dire qu'il a réalisé sur scène pendant 1h30 ce chemin extraordinaire qu'ont fait les Indiens d'Inde jusqu'en Andalousie. Et on a vu, avec une générosité absolue, l'un et l'autre participer chacun de leurs danses, s'offrir des moments et en même temps affirmer ce qui fait leur spécificité d'artiste. Ça a été très important. Farroukito également, c'est la grande tradition sévillane, son grand-père, sa mère, etc. Et j'ai vu, pour une fois, la communauté gitane à Montpellier, qui est très importante, venir au spectacle et faire en sorte que ce spectacle soit un vrai spectacle de flamenco. Parce que le tablao fait dans une salle dont le public ne réagit pas, c'est pas ça. Et là, ils ont réagi beaucoup et comme il fallait. Et donc, je pense que ça a été à ce niveau-là une grande réussite, que vous avez ouvert une porte et qu'il faut vraiment faire en sorte qu'elle ne se referme pas. Parce que nous y avons tous gagné. Et je crois aussi que permettre à une communauté de venir comme n'importe quel spectateur, c'est lui donner de la dignité, c'est la reconnaître, lui donner une place dans la culture. Et ça, c'est extrêmement important. Et j'ajoute que la communauté espagnole a été profondément heureuse de pouvoir assister à ces deux spectacles différents, mais aussi brillants l'un que l'autre. Voilà ce que je voulais dire au nom de la métropole. Je souhaite bien entendu que ce festival se développe. Et je ne reprends pas la formule de Michel qui monte le plus haut possible. Il est bien parti, qu'il continue. Et un grand merci à tous ceux qui y participent, que ce soit le directeur, son adjointe Mireille, mais aussi tous les techniciens qu'on ne voit pas et dont on ne parle pas, et sans lesquels nous ne pourrions certainement pas faire ce que nous faisons, et à ce niveau-là. Donc, un grand merci à tous de la part du président de la métropole. Mais voilà, moi j'ai vu donc évidemment toutes sortes de spectacles, et je dois dire que toute la programmation pour moi est prestigieuse, et ça c'est effectivement, sans faire de lèche, tout le talent de l'équipe de Montpellier Danse, et donc de Jean-Paul et Gisèle, qui font un duo parfait. David Van Pack, moi j'ai adoré, mais ça a fait beaucoup jaser, beaucoup parler. Il y a beaucoup de gens qui ont été gênés. Moi-même, j'ai été un peu ouais, j'avais les poils qui se redressaient à certains moments. Mais bon, moi j'aime David Van Pack, donc je l'adore même, donc tout va bien. Et puis évidemment Fabrice Ramanicom et Benoît Lachambre, pardon. Donc je suis contente d'avoir vu tous ces spectacles. Ensuite, bon, au-delà du festival, ce que je reconnais à Montpellier Danse quand même, c'est une présence toute l'année. Ça c'est aussi très important. Et puis je m'associe, je suis très contente que dans la métropole, le président ait choisi de faire de la danse sa priorité, parce que bon voilà. Après on avait fait une tentative en région, parce que la décentralisation, c'est vrai que quand on a des belles esthétiques comme ça, des beaux programmes, on a envie que ça aille partout, que les gens le voient. Moi, il y a des choses, je pense à des amis que j'ai dans les Pyrénées-Orientales, j'ai envie qu'ils le voient, mais bon voilà, ils n'ont qu'à venir à Montpellier, puisque maintenant le train est à 1 euro. Espérons que ça continue. Et ensuite, voilà, ça marche dans la métropole et c'est tant mieux. Moi, je m'en réjouis. Ensuite, ce que je voulais dire, la région, comme vous le savez, après Georges Frêche, Christian Bourquin et aujourd'hui Damien Larry, on ne faiblit pas sur les financements, contrairement à ce qu'il a été dit à une période, pas du tout.
Il faut savoir que la région est un grand territoire et qu'en ce qui concerne la danse, nous investissons, sans compter les lieux de diffusion, scène nationale, etc., que nous finançons par ailleurs. Nous investissons près d'1,5 million d'euros, donc entre USES, les compagnies qu'on aide, Montpellier Danse, etc. Donc voilà, je crois que on a ici cette chance qu'on ne mesure peut-être pas toujours, d'avoir des collectivités territoriales pour qui la danse, c'est pas rien. Donc tout ça, c'est réjouissant. Et j'espère que ça va continuer. Et je suis ravie aussi que des gens de Toulouse aient pu faire le déplacement et que dans le cadre de la grande région, eh bien, tout ça perdure. Je crois qu'on est trop gâtés ici. On a la chance d'avoir un centre international de la danse qui est merveilleux, un centre chorégraphique national dont nous sommes le premier financeur, qui fonctionne, qui a des perspectives avec la métropole, Christian, etc. Et donc, voilà, on a cette chance-là. Des fois, on ne le mesure pas toujours. Donc, je crois que c'est bien de se rappeler que, bon, ici, c'est un peu particulier et il faut qu'on fasse tout pour que dans le cadre de la grande région, eh bien, voilà, ça devienne un incontournable encore plus que ce qu'il l'est maintenant, parce que moi sur les ondes de France Culture et tout ça, j'entends souvent Jean-Paul interviewer, venir et tout, mais c'est vrai que quand on voit qu'au Corum, avec la communauté gitane, comme me disait Jean-Paul, qui a payé sa place, c'est pas rien non plus, ça, il faut le mesurer. Quand je vois rien dans le journal de Midi Libre, pardonnez-moi, ça me perturbe un peu, au-delà de la presse nationale, ça me perturbe. Bon, après, voilà, les journalistes font leur choix, voilà, voilà. Donc, que tout ça perdure, et puis plein de bonnes choses à Montpellier Danse. Merci Jean-Paul, merci à l'équipe, merci à tous ceux qu'on ne voit pas, et bravo, et à la prochaine, à l'année prochaine. C'est vrai que il faut se livrer à des remerciements sur cette 35e édition, mais c'est les mêmes remerciements que je fais aussi quand on présente la saison, quand on la conclut, voilà. Bien sûr que rien n'existerait sans la métropole, évidemment, ni ces locaux dans lesquels nous sommes abrités, Christian Rizzo et moi-même, cette Agora, site international de la danse, et là aussi, vous en avez l'habitude, je peux vous dire que tous nos petits camarades qui arrivent des quatre coins du monde, quand ils viennent ici, ils sont quand même ahuris, tout simplement, parce que c'est 7000 m² entièrement consacré à la danse contemporaine et à la création contemporaine en plein cœur d'une ville, ça n'existe pas. C'est tout simple, c'est à peu près unique au monde. Quand on sait en plus l'effort financier que font et la métropole et la région par ailleurs pour tenir suffisamment haut la dragée artistique à nous tous, bon, comme dirait Laetitia, pourvu que ça dure. Hein, voilà. Il s'agissait de Laetitia Bonaparte, bien sûr, vous vous en souvenez. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 jours ? Je ne vais pas revenir sur leurs remerciements, ils ont été assez simples comme ça. Bien sûr à toutes les équipes, ce qui est normal, vous les avez fait, on recommence avec nos équipes techniques qui ont assuré vraiment formidablement. Et ça aussi, alors par exemple une équipe un peu sauvage, parce que l'équipe de Farokito est assez sauvage par exemple, mais c'est souvent le cas des équipes de Flamenco Puro. Quand ils découvrent le fonctionnement technique du Corum, ils sont ahuris, là aussi, ils sont totalement étonnés que tout soit prêt, que la sono soit réglée, qu'il y ait le plancher au bon endroit. Ils sont très étonnés parce que Farokito est célèbre pour l'annulation des spectacles quand les conditions techniques ne sont pas réunies. Il annule, il s'en va, il trouve que ça va comme ça. Et là, il était étonné et formidable. Donc merci encore à toutes ces équipes techniques qui assure vraiment formidablement ce service technique indispensable au bon fonctionnement de ce genre de festival, et puis à toutes les équipes qui travaillent dans les bureaux de relations publiques, d'accueil des professionnels, de la presse, de l'administration, de la comptabilité, et de tout ce que j'oublie, y compris les petits cocktails, les accueils dans les salles, etc. Merci à tous, sincèrement. Allez, qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 jours? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un grand festival, de mon point de vue, et pas un festival si courant que ça, c'est-à-dire que dans ma mémoire, je suis quand même un des tout premiers festivaliers, évidemment. Je ne suis pas sûr d'être peut-être un des derniers de ceux depuis 1980, il ne doit pas en rester beaucoup.
je me souviens guère que du festival 95 qui pouvait ressembler, il y a 20 ans, qui pouvait un peu ressembler à celui-là. C'est-à-dire une espèce de conjonction astrale, parce que ça ressemble à ça. Ne croyez pas qu'on, finalement, avec Gisèle, on se met un jour autour d'un bureau, puis on dit, bon, on va faire un grand festival. On fait toujours un grand festival. Simplement, nous ne sommes pas les seuls à pouvoir faire un festival. Il y a aussi les artistes, il y a aussi l'argent, il y a aussi les moyens dont nous disposons. Et puis, sincèrement, une conjonction astrale, c'est-à-dire des disponibilités d'artistes. À des moments, ça se réunit, on ne sait pas pourquoi. Farouk Couteau le court derrière depuis un grand moment. Ce duo de Akram Khan et Israël Galvan, il était prévu de longue date, donc il atterrit justement à ce moment-là, etc., etc. Donc, il y a à la fois cet aspect un peu de hasard, et puis il y a cet aspect, sur cette édition-là, un immense écart. C'est pas un grand écart, c'est un immense écart qui a permis d'aller justement toucher des publics extrêmement différents, partout où ils sont. De la communauté gitane, dont on parle beaucoup ce matin, et j'en suis ravi, pour les spectacles de Farouk Couteau, à d'autres communautés qui sont des communautés artistiques, qui sont par exemple des communautés de recherche, pour le spectacle de Louise Garay, qui est exactement, alors c'était le même jour, qui était exactement à l'autre bout du spectre artistique, exactement à l'autre bout. Donc on a d'un côté, alors il y avait toute une série avec, bien sûr, Louise Garay, mais aussi les travaux de Trajan Larel, le travail d'Avant Pâques, enfin, qui sont les nouvelles tendances, les nouvelles recherches, souvent internationales d'ailleurs. Louise Garay est américain du Sud, Trajan Larel est né à New York, David Van Pâques est né dans notre région, ça tombe bien. Voilà. Et puis d'autre part, des spectacles très grand public dont on a cité, et si les finances, les recettes de cette édition sont bonnes, c'est que tout simplement, et c'est pas le cas toujours, on a réussi 9 Corans, et ça, c'est pas le cas tous les ans. Parce que pour trouver contrairement à ce que vous croyez, peut-être, trouver des compagnies pour poser sur la scène du Corum, il n'y en a déjà pas beaucoup, mais poser des compagnies sur la scène du Corum et remplir la salle en face, il y en a encore moins. Donc réussir ça quasiment 9 fois, du coup, voilà, on y est. Mais ça n'arrive pas si souvent que ça, et c'est pas parce il y a des années où on est mauvais, c'est simplement qu'il y a des moments où ça se coagule, c'est-à-dire les projets se mettent ensemble, et puis voilà, ça donne cette 35e édition. Bien sûr que c'est marrant parce que ça tombe sur un chiffre rond. Maintenant, qu'est-ce que sera la 36e? J'en sais rien, on ressemblera peut-être à la 34e ou à la 33e. En tous les cas, celle-là, cette 35e, elle ressemble bigrement à celle de 95 il y a 20 ans. Où il y avait beaucoup de monde, il y avait Cunningham, il y avait Forsyth, il y avait Trisha Brown, d'ailleurs on voit le glissement aussi des visions esthétiques. On était encore il y a 20 ans dans une esthétique post-américaine, où c'est les Américains qui tenaient le haut du pavé dans la modernité, dans les grandes compagnies, dans les propositions, etc. Ce qui n'est plus du tout le cas. Plus du tout, sauf Trajan Larel qui réapparaît, mais Trajan Larel il réapparaît sur le territoire européen par exemple. Parce que sans Europe, Trajan Larel, il ne pourrait peut-être pas réaliser tout ce qu'il a réalisé aujourd'hui. Parce que c'est l'Europe qui s'intéresse à Trajan Larel. Voilà, ce que j'aime bien, c'est plutôt répondre à vos questions, parce que vous dire d'autre que on a mis dans ce bilan à peu près tout ce qui était agréable à entendre ou à voir, y compris la venue, effectivement, de nos amis de Toulouse, qui était... C'est bien. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on n'en sait rien ce qui va se passer. On est comme vous, on attend. On se doute que la traque va plutôt être stabilisée du côté de Toulouse, mais avec des responsables de l'État, du ministère de la Culture ici, qui sera à Montpellier de toute façon. Donc, est-ce que ça va changer beaucoup? Je ne crois pas. Ce qui a des chances de changer, c'est... Certains d'entre vous le savent déjà, mais je l'ai fait un peu d'une manière non pas clandestine, mais simple. J'ai mis un beau matin un certain nombre de responsables culturels de cette ville dans un minibus et on est parti pour Toulouse rencontrer nos homologues. Et on s'est retrouvés chez Jackie Oyon, au théâtre Garonne. On était 30 autour d'une immense table carrée, donc Christian Rizzo qui était là ce jour-là aussi d'ailleurs. Voilà, et on était directeur de l'opéra, directrice de l'opéra de Montpellier, celui de Toulouse, en fait, etc. Tout le monde était là, tout le monde a dit son nom, tout le monde a dit son budget, tout le monde a dit combien il avait en moins, parce que tout le monde avait en moins, donc tout le monde a dit combien il avait en moins. On a allé grignoter un petit bout, là, parce qu'il y avait un buffet, puis après on est revenu au travail, on a discuté encore 2 ou 3 heures sur, voilà, sur la manière qu'on a de travailler.
Ceci dit, on est déjà en contact, évidemment, les uns avec les autres, que ce soit le Centre de développement chorégraphique de Toulouse, que ce soit le Théâtre Garonne de Toulouse, etc. On a des contacts permanents. Hein, donc, simplement, là, ils seront sans doute un peu, en tous les cas, pour les années qui viennent, il va falloir s'organiser un peu entre nous. Mais ça continue. Les gens se réunissent. Il est question d'une réunion en Narbonne en septembre. Il est question d'une autre réunion en octobre à Montpellier. Mais bon, c'est totalement informel et c'est totalement les individus qui prennent en charge, les responsables culturels qui prennent en charge leur histoire. Il n'y a rien derrière d'autre que ça. C'est normal, c'est des réunions de travail. On pourrait dire c'est rien d'autre que ça. Hein, c'est des réunions de travail. Comment on peut s'organiser entre nous sur l'ensemble de cette grande région? Comment faire circuler les œuvres? Mais enfin, c'était la même question qu'on avait déjà en Languedoc-Roussillon. Excusez-moi, Montpellier Danse crée beaucoup d'œuvres, par exemple, et ensuite, il y a beaucoup de scènes nationales dans notre ancienne région, si j'ose dire. Voilà. Donc, c'était ça aussi. La circulation des œuvres à l'intérieur de notre propre région, l'ancienne, le Languedoc-Roussillon, était déjà toujours aussi, largement aussi problématique que quand on va élargir cette région et on va se trouver avec une dizaine de scènes nationales et où on pourrait imaginer effectivement que les circulations d'œuvres et leur production, d'une certaine manière, pourraient être un peu différents de ce qui est aujourd'hui, avec l'aide de la région, point d'interrogation. Voilà le genre de questions qu'on peut poser à nos nouveaux responsables. Si on sait s'organiser, est-ce que la région est capable de jouer un rôle d'aide à notre organisation? Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un peu les devants, et qu'il faut faire déjà des propositions, sans doute, à tous ces gens, à tous ces élus, à tous ces responsables qui vont un peu de loin, sans doute, guider nos travaux, voilà, et nos soutiens. Donc ça, c'était indispensable à faire. Les grandes leçons ont fait beaucoup de bruit parce que c'est un peu spectaculaire. C'est vrai que ce jour-là, j'avais un rendez-vous à la mairie. Sortir de l'hôtel de ville de Montpellier et tomber nez à nez avec Israël Galvan en train de faire comme ça, avec quelques centaines de personnes, des jeunes, des vieux. Bon, on se dit, c'est quand même incroyable, quoi. C'est un immense artiste. Il a accepté, parce qu'il y a un contrat à la clé, bien sûr, hein, aussi. C'est compris dans le prix, si j'ose dire, à accepter de passer une heure avec le public montpelliérain, non pas à discuter, mais à s'entraîner. En même temps, c'est plus une rencontre avec un créateur qu'un authentique cours. C'est pas parce que vous passerez 20 minutes avec, ou une demi-heure ou une heure avec Israël Galvan que vous saurez danser comme Israël Galvan, bien sûr. Ça, c'est à la télé qu'on vous fait croire ça. Voilà, donc ça, c'était vraiment bien. Et c'est ça qui explique peut-être un peu un léger rétrécissement des publics, quand on a appris, suffisamment à temps ceci dit, hein, et quand on a appris que les organisations culturelles aussi avaient à participer à l'effort régional, métropolitain, voire national de réduction des budgets, il a bien fallu qu'on mette de l'ordre dans les budgets. Et comme les engagements avec les artistes étaient de toute façon déjà pris, donc ceux-là n'ont pas été touchés. Ce qui a été légèrement en rétrécissement, ça a été les présences dans la rue, c'est-à-dire que, et particulièrement les spectacles dans les villes de l'agglo, ou de la métropole, pardon, nous en faisions beaucoup plus avant. Il y en a un petit peu moins, mais en même temps, c'est emmener le ballet de Marseille dans les villes de la métropole, comme on avait emmené Angelin Prejocage, etc. C'est ça que je veux, c'est-à-dire je ne veux pas tout à fait faire de l'animation. Je veux présenter des vraies petites œuvres, pas le Lac des Cygnes, mais des vraies petites œuvres à des populations qui sortent de chez eux, de chez elles, et qui viennent, qui font 50 mètres, et qui viennent voir cette petite chose qu'on leur propose, mais qui est de la vraie danse, avec des vrais danseurs. Et voilà, avec un vrai contact, puisqu'il y a discussion ensuite, il y a débat, il y a rencontre. Donc ça, on va le continuer, on va le ratasser, c'est-à-dire qu'on va le remettre à sa place de nouveau, il y en aura sans doute un petit peu plus. L'année prochaine, et voilà où on en est. Donc ça c'est on sait bien que c'est quelque chose qui contribue à l'installation, alors au bout de 35 ans, vous me direz, c'est un peu normal, c'est un combat qui dure depuis un tiers de siècle quand même, l'installation de la danse dans les esprits et dans les sensibilités de tous les gens qui habitent dans cette métropole. Ça, j'y tiens beaucoup, et souvent même, les simples fanions qui flottent au vent dans les rues suffisent aussi pour un certain nombre de gens pour dire « Ah, le festival de danse va commencer, c'est important ». Beaucoup ne viennent pas. J'ai envie de dire, il n'y a que 30 000 places, il n'y a que 30 000 fauteuils avant, dans cette édition. Il n'y en a pas 400 000. Donc tout le monde ne peut pas venir au festival de danse. Mais je veux aussi répondre à vos questions pour que ça ne prenne pas trop de temps, parce qu'il commence à faire chaud. Je vous écoute. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Souvent, on me dit alors le spectacle préféré.
je suis comme tout le monde, j'ai une sensibilité, j'ai une histoire, ma sensibilité a une histoire, comme vous, donc chacun son truc, quoi, voilà. Moi, mon truc, ça pourrait être la Batcheva, vraisemblablement, c'est ça dont je me sens le plus proche, peut-être parce que c'est la plus belle compagnie du monde actuellement, de danse contemporaine. Les danseurs sont absolument exceptionnels, j'ai rarement vu des danseurs aussi étonnants, hein. Voilà. Mais j'aime par-dessus tout, et pour des raisons que j'ai découvert hier soir, la pièce de Teresa de Kirchmacher, qui n'est pas facile, qui est une pièce de plus de 2 heures, dont une grande partie se déroule en silence, ce qui est, malgré les chansons de Boianeno, ce qui n'est pas toujours facile à accéder, parce que c'est long, 2 heures, avec une danse en silence, dansée par des très jeunes gens, très jeunes filles. Mais je ne vous raconterai pas pourquoi ça m'a ému à ce point-là, parce que ça a à voir effectivement avec ma propre jeunesse. Et avec une équipe de théâtre qui jouait justement Shakespeare dans le Off d'Avignon quand j'avais 20 ans, et dont je faisais partie. Et je crois que c'est ça qui m'a touché le plus. Mais voilà, c'est mon histoire, c'est pas la vôtre. Vous n'étiez pas dans le Off à Avignon il y a 20 ans, moi oui. Voilà, et donc, ou 30 ans d'ailleurs, c'est pas 20 ans, c'est 30 ans. Excusez-moi, le temps passe. Voilà. On a forcément nos regards tous tournés vers la Méditerranée, par la force des choses, par notre position. La création va s'en ressentir, c'est évident, on le sent déjà. Qu'est-ce qui va se passer si on consacre une édition sur justement la création actuellement dans la Méditerranée? Cher ami, vous savez bien que c'est pas non plus tout à fait la première fois que c'est fait dans ce festival. C'est même un de mes crin-crins. Hein, c'est ça, ça revient vraiment, c'est toutes les 2-3 ans, hop, allez, on fait le tour de la Méditerranée pour voir ce qui s'y passe, et on regarde. Et aujourd'hui, comme beaucoup de gens savent, à part exception, c'est-à-dire au Boucherwisken, à Marrakech, grosso modo, la plupart des artistes vivent en Europe. Il est aujourd'hui à peu près impossible à un artiste de s'exprimer dans l'autre partie du bassin méditerranéen, un peu au Liban encore, si, à Beyrouth on peut travailler à Tel Aviv, bien sûr, ça pose aucun problème, et puis, en tous les cas, pour ce qui concerne le Sud, tout le monde est en guerre, donc les artistes, je ne sais pas où ils sont sur les routes, avec leur famille, je ne sais pas où ils sont, on n'a pas de nouvelles, ni des photographes libanais, libyens, on ne sait pas où ils sont en Europe, donc ce sera plutôt un travail, encore une fois, sur la diaspora des artistes méditerranéens, mais qui portent en eux, de toute façon, parce que ça ne quittera jamais, l'histoire de leur propre pays et leur problématique à eux, parce que les artistes ne sont pas non plus toujours des ambassadeurs, hein, ils sont surtout des individus qui ont leur sensibilité et qui disent quelque chose de leur vie et de leur monde, sans nécessairement parler de leur pays. Voilà, c'est plus ça. Vous connaissez Ouman Sharifi, il est iranien, il est arrivé à pied quand il était tout petit en Europe, mais il vit à Oslo aujourd'hui, il dirige une grande compagnie. Donc, mais en même temps, il est totalement iranien dans sa pensée, dans sa sensibilité, dans les musiques qu'il aime, voilà. Mais c'est le rôle, sans doute, c'est un des rôles de l'Europe. Si on ne peut pas tout à fait accueillir toute la misère du monde, comme disait notre ami Michel, l'autre, Rocard, si on se pose beaucoup de questions, comme vous, on parle de la danse formidable, Trajanarel, très bien, enfin pendant ce temps-là, on le sait nous, parce qu'on est là, au bord de la Méditerranée, on sait qu'il y a des gens qui embarquent sur des espèces de bateaux pourris, et dont 1 sur 2 seulement arrive. Et qu'on vit là, c'est terrifiant ce qui est en train de nous arriver, terrifiant. Leur arrivée surtout à eux, et nous par conséquence, parce qu'on ne sait pas comment s'organiser, ni pour les accueillir, ni pour pas les accueillir, ni pour les renvoyer chez eux, je sais pas, personne ne sait quoi faire avec ça, et pour des tas de raisons, non seulement politiques bien sûr, mais aussi écologiques, mais aussi le travail, mais aussi etc. Et que cette question est la grande question qui est posée à l'Europe de mon point de vue, hein, la grande question qui est posée à l'Europe pour les 3 décennies qui viennent. On ne peut pas ne pas parler de ce qui s'est passé pour la Batcheva, où encore une fois il a fallu installer un système de sécurité. Oui, on ne va pas non plus en faire un plat, parce que c'est l'habitude, que ce soit ici ou là, tout le monde s'exprime, oui, mais Israël est un pays compliqué, un pays difficile, c'est un pays en guerre, c'est un pays qui occupe un certain nombre de territoires, mais c'est un pays démocratique et un pays surtout où la danse est d'une vivacité invraisemblable, inouïe, la danse en permanence. J'en ai fait 3 festivals là-dessus, donc je vais pas vous répéter tout ça. J'en ai vu un peu, mais très peu, et je suis très peu au courant. Le peu que j'en ai vu, ça m'a laissé un peu indifférent, mais il doit y avoir des choses nouvelles que je ne connais pas nécessairement. Peut-être Christian connaît un peu mieux la scène grecque, je ne sais pas.
Très peu. Voilà, très peu. Elle est très peu présente. Vous savez, vous savez tous, dès qu'il y a quelque chose, on est dans le monde d'une communication intense. Dès qu'il se passe quelque chose, où que ce soit, à un point du monde occidental, dans les quelques heures qui suivent, tout le monde est au courant. Voilà. Donc si un jour un chorégraphe grec un peu intéressant apparaîtrait quelque part pour faire on le saurait, mais tout de suite. Voilà, donc on serait au courant. Et en l'occurrence, il y a des pays comme ça qui sont pas, on a l'impression qu'ils sont pas faits pour ça, quoi. Il y a des pays qui sont faits pour la danse ou pour et puis d'autres pour d'autres. La Grèce, ce serait fait pour quoi? Ce serait fait pour l'architecture, sûrement, ça me paraît évident. La philosophie, mais les philosophes grecs, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, en tous les cas, il y en ait tellement. Ils ne sont pas faits pour l'euro, ça me paraît évident aussi, sous un autre angle. Mais je ne suis pas sûr que le spectacle vivant soit la chose la mieux partagée du monde. Christian, la chanson, hein, la chanson. Oui. Il y a un très grand metteur en scène. Et quelques grands metteurs en scène, oui. Monsieur Travier, on a bien compris que vous aviez envie de revoir du flamenco l'an prochain. Non, je blague. Mais vous avez dit aussi que vous vouliez ouvrir l'Agora. Et vous avez ce mot-là d'ouverture. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Alors d'abord, je veux revoir du flamenco, mais l'artiste ici présent peut témoigner de ce que jamais le politique ne se mêle de sa programmation. Jamais. Il sait mes goûts, mais c'est pas pour autant qu'il va, à mon avis, me faire plaisir. S'il peut, oui, mais ça n'est pas ce qui va le déterminer. Cet échange que nous avons me paraît très important parce qu'il resitue parfaitement les rapports du politique, de l'art et de l'artiste. Vous vous rendez compte très bien que lorsqu'on ne peut rien faire dans un pays, ben on va exercer un art à l'extérieur. Les gens s'en vont, mais ils restent, Jean-Paul l'a dit, ce qu'ils sont. Un Iranien est à Oslo, mais il reste un Iranien. Il va témoigner de ce qu'est son pays, de ce qu'il pourrait être, si on le laissait s'exprimer. Alors, très clairement, à propos de ce lieu, lorsque nous sommes arrivés, nous avons considéré que ce qui s'y faisait était de très bonne qualité. Mais que ce lieu était, je l'ai dit, architecturalement et peut-être mentalement fermé. Nous nous en sommes ouverts à Jean-Paul Montanari et à son équipe, et le premier geste a été fait en direction du CRM, du conservatoire, puisque nous accueillons ici une classe ou plusieurs classes du CRM. Nous avons réalisé un plancher pour que les élèves puissent travailler, et tout ça, je crois, se passe très bien et paisiblement, dont les enfants viennent travailler ici et s'inspirer de ce qui s'y fait. Puis Christian Rizzo est arrivé aussi. Il a dit oui, bien sûr, il faut ouvrir, etc. Et je voudrais citer quelque chose qui peut paraître anodin, mais qui pour moi est très important. Christian Rizzo est venu déjeuner avec le président de la métropole et puis les élus en charge de la culture. Et il y a eu une discussion extrêmement importante. Et on a vu sur certains points de son discours le président changer et comprendre immédiatement ce qu'il fallait faire pour que nous nous réinscrivions parfaitement dans le changement politique qui va arriver. Parce que le passage à Toulouse ne sera pas neutre. Je ne discuterai pas aussi facilement avec le successeur ou si c'est toujours Josiane, ce dont je me réjouirai, mais je crains que la discussion soit plus compliquée et beaucoup plus élargie. Donc, ce lieu, l'ouvrir, peut-être un peu plus, accueillir différents, mais je pense que les deux sauront nous faire des propositions qui l'ont compris et que le travail qu'ils font actuellement va dans le bon sens. Pour faire... Il y a au moins trois projets qui sont bien calés et qui auront donc lieu. Et à tout seigneur, tout honneur, évidemment, Christian Rizzo créera sa prochaine pièce, grande pièce, parce que sa prochaine pièce, c'est un duo qu'on va voir dans la saison. Mais la prochaine grande pièce sera créée dans le cadre du festival l'année prochaine, et je le remercie, c'est la grande tradition de la relation du Centre chorégraphique de Montpellier et de son festival, d'une certaine manière. Et il peut vous en dire plus puisqu'il est là, mais posez-lui des questions. Le deuxième projet qui est déjà dans les tuyaux et très avancé, ça ne vous étonnera pas assez, Emmanuel Gatt. Donc il y a une nouvelle pièce d'Emmanuel Gatt, même si lui aussi vous le voyez dans la saison, en ouverture de saison à l'Opéra.
Et puis peut-être, jusqu'à maintenant, en tous les cas, une chose qui m'excite extraordinairement, ce sera la présence de Maggie Marin, dont vous avez découvert hier l'étrange Pete, qui est un spectacle très étrange. Et avec l'âge qu'elle a, c'est-à-dire un peu plus de 60 ans, elle me paraît aujourd'hui la grande chef de file de la danse française. C'est une bonne femme vraiment étonnante, quoi. Et elle m'a proposé un projet tout aussi étonnant, qui est un projet non pas de collectif mais de groupe, c'est-à-dire c'est une dizaine d'artistes réunis sous son regard, en tous les cas avec elle. Elle est une des 10 artistes, et où chacun va travailler avec tous les autres. Voilà. Donc ça s'élabore, donc ce sera beaucoup de pièces, beaucoup de petites pièces qui seront articulées les unes sur les autres sous le regard de Maggie. Mais en tous les cas, c'est un projet très original et qui est une sorte de réponse à la question artistique aujourd'hui de c'est quoi créer. Est-ce que c'est nécessairement une pièce d'1h05 avec 6 danseurs, etc., avec des coproducteurs, ou il y a d'autres manières d'aborder la question de la création aujourd'hui, peut-être justement en groupe, non pas en collectif, hein, mais en groupe, parce que chacun des 10 est un créateur. Chacun des 10 crée. Il crée pour les autres, ou avec les autres, ou avec certains des autres du groupe. Voilà, donc je vous livre ces 3 noms, et puis le reste, vous saurez au fur et à mesure que ça avance.